Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir ce soir sur le plateau de la Tribune de la Justice. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez grave, assez important, le divorce. Le divorce, c'est ce qui met fin à un mariage. Nous avons soit le divorce, soit la mort. Mais le divorce, c'est lorsque deux êtres qui se sont aimés décident de prendre des chemins différents. Et au Gabon, nous n'avons que deux types de divorce. Le divorce pour faute et le divorce pour rupture de la vie commune, tel énoncé par l'article 266 du Code civil gabonais. Est-ce que tu peux te présenter, Wilma, à moi, à nos téléspectateurs? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui je suis? Je suis une maman de 3 enfants, donc une femme divorcée, et artiste, designer gabonaise, voilà, tout simplement. D'accord. Et tu fais ce métier depuis combien de temps? Plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Plus d'une vingtaine d'années que je suis dans l'art. Très bien, on s'en rend bien compte. Alors raconte-nous, comment ça s'est passé? Mais comme toutes les jeunes filles, je crois, j'ai eu une histoire, mon histoire, elle est douloureuse, mais atypique aussi, parce que c'est une histoire d'amour d'enfance. Ah d'accord, c'est depuis l'enfance que vous vous connaissez? Oui, c'est depuis l'enfance, et donc on a fait notre chemin ensemble. Depuis quelle classe, par exemple? Donne-nous. Mais depuis qu'on a l'âge, je l'ai connu à l'âge de 15 ans, ou je ne sais plus, en tout cas, on était dans le même quartier. D'accord. Voilà, c'est une histoire même de quartier. C'est une histoire de quartier. Voilà. Vous avez grandi ensemble dans le quartier? Oui, plus ou moins. On a grandi ensemble, plus ou moins. Après, il était étudiant, il est parti à Lomé étudier. Et moi, je suis restée ici, je suis repartie. Bon, les histoires d'enfance, après, on s'est retrouvés. On a eu un premier bébé. Et puis voilà. Et à quel moment tu as su que c'était lui le bon, que tu ne pourrais pas passer ta vie avec quelqu'un d'autre? À quel moment tu as su? Je l'ai toujours su, parce que je suis quelqu'un depuis mon jeune âge, de très carré. D'accord. Allez, je vais te poser une question indiscrète. Oui. C'était ton premier? Oui. Waouh, Voilà. donc c'était vraiment une histoire profonde. C'était une histoire, voilà. Et comment il a fait sa demande? Même la demande, est-ce que on s'est fait une demande? En fait, vous avez parlé du mariage, voilà, comme ça s'imposait. Pour être honnête, on s'est fait une demande parce qu'on s'est mariés, on a vécu longtemps ensemble, plus de 17 ans avant de se marier. On a eu le temps d'avoir nos 3 enfants, donc d'avoir multiples séparations et tout le reste, se remettre ensemble et tout le reste jusqu'au mariage en fait. D'accord. On a mis plus du temps ensemble en concubinage qu'avec la bague au doigt. Donc, en fait, je te suis bien, c'est quand vous êtes mariés que les problèmes ont commencé? Absolument. On a divorcé, je pense, 3 ans après, je ne sais plus. Après 17 ans de vie commune en concubinage? Ah oui, et après le mariage, on a divorcé, et voilà. Parle-moi de la cérémonie. Comment la cérémonie était? Tu étais heureuse? Tu avais enfin... Parce que toutes les femmes en ce moment ont l'impression que le mariage, la cérémonie, les parents, la robe, la réception... Ah oui, mon mariage, c'était quelque chose de magnifique parce que j'y tenais et je voulais vraiment me marier, mais c'était l'homme de ma vie. Bien sûr. Donc le mariage... Le père de tes enfants. Le père de mes enfants. C'est pour vous dire que je suis dans la déco. Jusqu'à 19h, j'étais en train de décorer ma salle. Toi-même, en fait, tu t'es mise au même parce que je voulais que ce soit parfait. Ah. Donc, c'est un des souvenirs les plus magnifiques. D'accord. Voilà. Et pendant la cérémonie, tu étais sur un nuage. Il y avait rien qui pouvait obscurir ton bonheur. Vous êtes mariés sur quel régime? Monogamie. Non, le régime, c'est... régime séparation des biens. Bien séparé. Bien séparé. Option monogamique. Oui, option monogamique. Et non, c'était une cérémonie, voilà, avec ses pour, ses contre, des difficultés à la base, parce qu'à la base, moi, je me suis mariée à 2, les familles, c'était un peu compliqué avec mon père, tout ça. Mais je suis quelqu'un de déterminé. De déterminé. Donc, je voulais me marier, absolument. C'était l'homme de ma vie. Et personne n'avait le droit de me dire quoi que ce soit. Donc, tout venait de moi et j'ai décidé d'aller au bout de ma logique. Tout à fait. Et de mon histoire et de l'assumer, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et à quel moment, en fait, le conte de fées a commencé à virer au cauchemar? À quel moment tu as senti que quelque chose n'allait pas profondément? À quel moment? Est-ce
Est-ce qu'il y a un mauvais moment qui Est-ce s'est que passé? pour être honnête, je peux me permettre de le dire? Je ne sais pas, parce que c'est une histoire vraiment assez compliquée, parce que ça a toujours été en fait compliqué. Avec le recul, est-ce que c'est pas quelque chose à long terme qui aurait dû se séparer, qui n'aurait même pas dû aller au mariage, sans pour autant regretter? Là, c'est même avec le recul. Avec le recul, est-ce que c'est ça? quelque chose? Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui n'allaient déjà plus. Qui n'allaient déjà plus. Avant la cérémonie? Avant, pendant tout le temps même, à un moment donné, après l'adolescence et tout le reste, comme je disais au départ, on s'est rabibochonnés, on s'est remis ensemble. Vous séparez, vous remettez C'était assez ensemble. compliqué déjà. C'était passionnel. Voilà, c'était Mais passionnel. vous vous sépariez pourquoi généralement? C'était quoi les causes de rupture? C'était quoi les sujets de rupture assez récurrents qui revenaient? L'infidélité, au-delà de l'infidélité aussi, l'incompréhension, l'incompatibilité. Il était infidèle. L'incompatibilité, oui, mais pas une infidélité au stade de me rendre folle en ce moment. C'était une infidélité que vous découvriez. C'est une infidélité que je découvrais, mais qui était pour moi sans... Oui, l'infidélité normale que nos hommes gabonais nous font au pays. Comme je vous disais, je suis quelqu'un de très déterminé. Déjà, sans prétention, si j'ai une rivale face à moi, il faut qu'elle ait vraiment... du coffre. Voilà, pour me faire trembler. Donc, c'est pour ça que je parle d'infidélité passagère. Voilà. C'est pas de ces infidélités qui pouvaient me permettre de reculer. De lutter de son amour je pour partais toi. dans ma passion, dans mon histoire. Tu comprenais que c'était des passades et que c'était toi la femme. Je faisais des crises, mais après, je disais, bon, c'est l'homme de ma vie. Elle n'est pas importante. Donc, voilà, elle n'est pas assez importante. C'est moi qui ai la bague. Voilà. Je n'avais pas encore et pourtant de bague. Je parle de badou. Mais vous étiez déjà dans la maison, Voilà, on était dans la maison. Et puis votre assurance naturelle. Absolument. Déjà une assurance aussi qui m'a coûté cher, si plus ou moins. D'accord. Vous allez comprendre. Ça m'a coûté cher parce que je ne dis pas que il ne faut pas l'être, mais il ne faut pas l'être à l'extrême. Il ne faut pas se dire, moi, ça ne peut pas, c'est moi qui suis, qui peut et tout. Tout à fait. Et humblement, je le dis et je l'avoue, c'était un peu ça, moi, à l'époque. D'accord. Voilà, donc... mais c'est magnifique ce que tu nous racontes, parce que ça va aider d'autres femmes qui sont pas dans la même situation. C'est quand même moi. C'est une phrase un peu trop prétentieuse quand même, voilà. Je voudrais quand même le préciser, c'est important. D'accord. Alors, mais à quel moment alors ces petits soucis qui étaient plus ou moins, que tu arrivais à régler avant le mariage, à quel moment c'est devenu, pas insurmontable, mais ça commence à devenir dérangeant? Dérangeant parce qu'après on rentre dans la vie active, il y a plus ou moins beaucoup de choses au-delà. L'amour ne suffit pas. Moi, je le dis toujours, on n'est pas dans les films de novelas. L'amour ne suffisait plus à ce moment. L'amour ne suffit pas parce que quand on est dans un couple, il y a la question du travail, il y a la famille, les charges, les difficultés de la vie. Du quotidien. Du quotidien qui s'ajoute donc déjà aux petits problèmes qu'il y a. Et ça commence à faire des boules. Qu'est-ce qui se passait? Tu gagnais beaucoup plus que lui? Oui, je pense. Oui, je gagnais déjà beaucoup plus que lui. Mais là, c'était même avant le mariage aussi. Oui, absolument. C'était avant le mariage. Et là, il le vivait bien. Oui, on n'avait pas ce problème. Parce que moi, la base de toutes mes relations, déjà même au-delà de l'amour, c'est pas l'argent. Tout à fait. Donc moi, je pars du principe que ça va peut-être paraître fou, mais si je suis amoureuse de mon mari ou de mon compagnon, je ne vois pas pourquoi, je vais prendre un exemple bête, pourquoi moi je vais rouler en Range Rover et lui en Carinado. Voilà, ça n'a pas, c'est pas dans ma philosophie de la vie. Autant qu'on soit au même niveau. Autant on est une seule Range Rover ou alors on a la même voiture. Et c'est pas à cause de ce divorce que je ne le ferai plus. Tout à fait. Voilà, donc il faut le préciser. Donc c'est après le mariage qu'il a commencé à mal vivre le fait que tu gagnais plus d'argent que lui. Je pense, après le mariage, après le mariage, j'ai découvert aussi beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Comme dans les tromperies, par exemple, j'ai découvert, par exemple, qu'il était avec mon esthéticienne. Attends. Ton esthéticienne, celle qui te faisait les épulations. Voilà, qui me voyait quand même dans mon intimité. Et ça a été un gros déclic parce que cette esthéticienne m'a vu dans mon intimité à un moment de ma vie où j'étais enceinte. Et il m'avait abandonnée. Et sans que je sache, il était avec elle. Et j'ai découvert ça après le mariage. Et tu te confies auprès d'elle? Je parlais, oui, comme les femmes aiment. Oui, quand on parle dans les instituts et tout ça. Voilà, et donc j'ai découvert après qu'il était avec elle et qu'elle était même à mon mariage puisque c'est moi-même qui l'avais invitée.
Donc, pendant que tu te confiais à elle, tu te plaignais du comportement de ton mari. Et je ne comprenais jamais pourquoi il était au courant de ce que je racontais. En fait, c'est elle qui lui racontait. Donc ça, c'est un passage parmi tant d'autres. Ça, par contre, c'est déplorable. Hein. C'est assez dur. C'est là où je dis souvent que parfois les femmes sont l'ennemi des autres femmes. Absolument. Pourquoi aller aussi loin? Le vice. Le vice, c'est tout autre chose, peut-être, je ne sais pas. Et à la cérémonie du mariage, elle était comment? Elle était contente ou tu sentais qu'elle riait en tant que telle d'elle, de comment elle était, puisque moi, je ne savais pas. À l'époque, au moment du mariage, tu ne savais pas qu'elle était la maîtresse de ton mari. C'était elle pour qui m'avait abandonné avec la grossesse. Je ne le savais pas. Donc, je ne pouvais pas me sentir... Comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert après le mariage par des amis qui m'ont félicité en disant « Ah, tu es quand même forte, exceptionnelle et tout, tu as invité, avec tout ce que tu as vécu, l'abandon de la grossesse, tu l'as quand même invité à ton mariage, croyant que j'étais au courant de ça. » Donc, j'apprenais en même temps que... Donc, pendant que tu te dis, tu apprends. J'apprends que la fille pour qui j'ai bavé ou j'ai failli faire une éclampsie dans ma grossesse et à l'accouchement, c'était telle fille. Et donc, c'est des choses qu'on apprend après, mais qui abîment. C'est des coups de poignard en plein cœur. C'est des coups qui m'ont fait me demander, mais qui j'ai épousé en fait? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit que tu as posé la question? Ça encore, j'ai pardonné. Après, j'ai encore découvert plus fort. C'est-à-dire que j'ai découvert maintenant mon mari. J'ai découvert la nièce voisine en face qui sortait avec lui pendant 3 ans. La voisine en face? Voilà, en face de ma maison. Il n'aime pas aller chasser loin quand c'était à proximité, à domicile. Oui, c'était là. Voilà. Donc ça allait de plus en plus. Les découvertes. Vous avez demandé comment ça... En fait, les découvertes ont été le déclic de beaucoup de choses. Découvrir toutes ces infidélités proches que j'avais déjà subies et supportées. Voilà. Et de découvrir ça encore, c'était vraiment en fait... Mais comment tu as découvert pour la nièce, la voisine? Par le téléphone. Je suis aussi enfant de flic. Oui, tout à fait. Je veux que toutes les femmes naturellement ont des flics. En plus, il y en a qui sont plus parce qu'à un moment, c'est quelqu'un à qui j'avais donné une confiance absolue. Ça veut dire que la confiance absolue, même quand tu venais me dire que mon mari a fait ça, tu te fâches même. Je disais ça, c'est pas vrai. Parce que pour moi, dès qu'il me donnait son explication, c'était lui qui avait raison. Une confiance sans contrôle. Sans contrôle. En tout, hein. Au-delà de l'amour même. Donc, c'était une confiance absolue. Et donc, j'ai encore pardonné ça. Et puis après, avec les découvertes d'esthéticiennes, j'ai commencé à faire ce que les femmes font. Ce que je ne faisais pas, j'ai commencé à fouiller. J'ai commencé maintenant à fouiller. Et quand j'ai fouillé, j'ai mis des plans en place, des actions en place, des tac, 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 comme dans les films. Hein. Des indices pour savoir. Je le faisais suivre. Tout à fait, mais c'est... Mais quand même, il y a un peu de jalousie. Hein. Non, et puis, surtout, Linda, tu ne me croiras même pas, la jalousie n'était pas le moteur. Le moteur, vraiment, vraiment, parce que j'avais tellement pardonné. En fait, j'avais accepté le fait de partager. Non, même pas. Je me disais que ça va aller avec le temps. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Hein. Je ne suis pas parfaite. Et puis après, l'envie de découvrir... exactement avec d'où venait tout ce qui se passait même au préalable et tout. Et je pense aussi que tu voulais savoir qui était celle qui connaissait ton intimité. Parce que tu avais montré tes dents à deux femmes qui, non, dans ton dos... même pas le pire, c'est que c'est l'esthéticienne est ta propre cousine. Si c'est toi, on se fréquente quand même, ça va me faire bien quelque sûr. chose. La nièce, je ne la fréquentais pas. Ok, je la fréquentais. C'est quand même ta voisine. C'était la voisine. C'est plutôt le côté voisine. Parce que c'est dangereux. Elle aurait pu t'empoisonner, te tuer. Bien sûr. Sans que lui-même il sache. Elle aurait pu te mettre une crème pour te brûler la peau. Parce que le problème des hommes, c'est que des fois, sans les condamner aussi, c'est qu'ils peuvent aller par envie. Non, sans les excuser, Linda, permets-moi pour qu'on se comprenne. Ils peuvent aller parce que c'est l'instinct animalier. Moi, c'est meurtrier à prendre à côté. Laisse-moi t'expliquer où je veux en venir. Non, je te comprends. Sans qu'ils puissent s'imaginer que la personne qu'il a rencontrée puisse aller aussi loin, à vouloir t'abîmer la peau, à vouloir te détruire. Il peut aller parce qu'il a envie de... Mais c'est maintenant le moment de dire ça à ces hommes que faites attention. De goûter, mais il y en a qui sont, c'est triste à dire, c'est pas que je prends leur parti, mais il y en a qui sont vraiment, qui tombent vraiment dans des pièges incontrôlables. Incontrôlables parce que, avec le recul, moi j'ai un fils. Aujourd'hui, je parle en tant que femme et en tant que mère.
Je ne voudrais pas non plus que mon fils qui fasse une erreur comme ça au hasard, de rencontrer une fille, excusez-moi du terme, qui a un beau C, soit vraiment... Et puis, pour un soir, peut-être qu'il est vraiment parti pour un plan C. Et ça se transforme en cauchemar, parce qu'une femme qui te détruit sans que tu le saches, c'est un cauchemar. Tout à fait, tout à fait. Et donc, à quel moment tu as décidé que tu devais divorcer? Ben, je n'ai pas voulu divorcer comme on dit. Hein. Je m'accrochais toujours à mon idée de régler mes problèmes et sauver mon mariage à la base. Après, c'est une question de dignité et d'honneur. Tu as commencé à bafouer ta dignité? Je me suis sentie très humiliée, très bafouée. À cause des infidélités ou il a encore monté à un autre... à cause de tout ce que... Je me suis plus sentie bien. Je me suis en voulu aussi. Est-ce qu'il était violent? Moralement, physiquement? Après, oui, avec le temps. Au début, non, je peux pas lui... dire qu'il était violent au début et tout le reste. Et puis après, je mets ça sur le compte de tout, hein, de tout ce qu'on a cité. C'est-à-dire que l'être humain change aussi. Il t'en voulait d'avoir plus de succès. Se transforme, je pense, par rapport par rapport aux paroles, je me dis ça. Je me dis que c'est un frein, c'est un aspect qu'il faut percer parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans ce cas. C'est-à-dire que pour se sentir homme, il avait besoin de te rabaisser, de te casser, de te voir de te rendre petite pour se sentir grand. Je pense. C'est dommage. Je pense. Je pense que c'est minable. Les hommes qui font ça, c'est minable. Je le dis clairement et franchement, c'est minable. Voilà, je pense. Un homme qui sent que sa femme est grande, ben, tu grandis au Il y a un autre aspect que je voulais dire pour les hommes, si je peux me permettre humblement, c'est que il y a l'entourage qui a un grand... Il y a des hommes, la jalousie n'est pas seulement au niveau de la femme. Hein. Quand on parle, il y a des amis, quand on parle des amitiés, on dit les femmes entre elles se veulent du mal. Attention. Les hommes aussi entre eux. Attention aux hommes jaloux des autres hommes. Tu as un homme qui se dit, mais comment il a fait pour avoir cette beau là. Mais comment? Qui le met en haut, qui donne les options. moi j'avais même des personnalités, je vais vous dire, par rapport à mon travail, qui disaient que, la drague, hein, entre les femmes, mais comment tu préfères prendre le petit là, alors que moi je suis là. Comment une femme charismatique comme toi, tu peux aller prendre le petit là. Alors que moi, je suis là. Et il y a beaucoup d'hommes qui doivent casser ce mythe-là, de se dire, il y a des amis qui sont extrêmement dangereux. Il y a des amis qui sont extrêmement dangereux. Et souvent, Linda, c'est plus grave même, parce que quand un homme est jaloux, c'est souvent plus grave qu'une femme qui est jaloux de son ami. Moi, j'ai vu des hommes qui détruisent des autres hommes en disant « ta femme se prend pour qui, elle veut te commander, elle veut te... » je suis d'accord. Non, ta femme t'aime. Ta femme t'aime. C'est lui qui met dans la tête de son mari. Il y a des mauvais amis qui présentent même, qui emmènent. Tout à fait. Après chaque être humain, on n'en parle pas souvent, mais c'est un truc qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Ta femme veut te commander parce que c'est la fille de tel, parce que c'est la femme de tel. Et toi, tu tombes dans le panneau. En fait, ils ont introduit un verre de alors que lui-même, il veut. Merci. Mais il aimerait être à la place. Il envie son ami. Il se dit que, surtout, même dans les milieux un peu pire, dans les milieux un peu défavorisés, tu as des belles histoires d'amour où la fille tombe vraiment amoureuse de son gars du quartier. Oui. Et comme on dit, et quand elle tombe amoureuse de son gars du quartier, l'autre gars du quartier dit pourquoi nous on était au bas-fond ensemble, pourquoi tu perces et maintenant moi je m'en vais prendre. Je n'accepte pas. Et souvent tu as l'ami innocent qui aime son ami d'enfance. Oui. Qui aime son ami d'enfance, donc qui se dit que son ami d'enfance ne peut pas lui vouloir du mal. Il y a beaucoup de sujets comme ça. D'accord. Donc, on va marquer une pause. On va écouter le micro-trottoir, l'homme de la rue, nous dire ce qu'il pense sur le divorce. La personne la plus touchée par le divorce peut être l'homme, c'est comme aussi ça peut être la femme. C'est ce que je disais. Ça dépend aussi de comment ces personnes se sont connues au départ pour en arriver jusqu'au divorce. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que si la base de leur rencontre n'est pas fixée sur la vérité, forcément ce couple ne pourra pas durer et ils vont virer vers le divorce. Je ne sais pas s'il y a un avantage dans un divorce parce qu'en général, quand il y a une alliance, c'est pour quelque chose de positif.
C'est vrai que derrière une alliance, il y a des combats derrière, il y a des difficultés, mais c'est pour construire en fait, c'est pour bâtir quelque chose de bien. Mais maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des avantages à divorcer? Sauf si en face de soi, on a un compagnon ou un conjoint qui nous bat, ou bien c'est toujours l'idéal, ça peut être idéal de divorcer, surtout quand on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Quand la séparation se fait, elle se fait évidente, elle est vraiment criarde, à ce titre-là, on peut divorcer. Mais est-ce qu'il y a un avantage? Je ne sais pas. Pour ceux qui ont déjà divorcé, certainement, je ne pense pas qu'ils puissent avoir avantage parce que le plus souvent, on entend parler des inconvénients. À l'image de la séparation entre deux parents peut engendrer des enfants plus ou moins déséquilibrés. Quand je parle de déséquilibré, je parle bien émotionnellement. Il peut y avoir des désavantages au niveau de la gestion des biens, de la gestion de l'éducation des enfants, parce que le plus souvent, on confond les choses. Quand il y a divorce, il faut qu'on sache que surtout si on a construit ensemble, c'est que c'est une séparation avec l'autre. C'est qu'on n'est pas obligé de se détester, mais pas contre l'autre. Parce que quand c'est contre l'autre, ça engendre beaucoup. Il y a beaucoup de découlés négatifs. Donc, c'est pas évident un divorce, mais si nécessaire. Sur la question, je suis plutôt partagé. Parce que je suis né dans une famille plutôt conservatrice, où quand les deux conjoints s'engagent, c'est jusqu'au bout. Donc, mon premier avis, ce serait qu'une fois qu'on est ensemble, on doit tout faire pour rester ensemble. En fait. Mais il arrive des situations où on ne peut plus trouver de solution. Donc, quand on arrive à cette situation, il est mieux de se séparer. Donc, comme je disais, mon avis est plutôt partagé sur la question. Donc, il y a une partie de moi qui accepterait le fait qu'une fois qu'on est ensemble, qu'on aille jusqu'au bout. S'il y a des problèmes en route, on essaie de trouver des solutions en fait. Mais il peut arriver des problèmes où il n'y a plus de solution. Enfin, on ne peut plus trouver de solution pour les problèmes. Donc, quand c'est comme ça, c'est mieux de se séparer. Waouh, l'homme de la rue avec ses opinions sont toujours assez intéressantes et nous présente un panel de pensées de la population gabonaise. Nous sommes de retour sur la tribune de la justice qui s'est déplacée aujourd'hui. Nous sommes dans les magnifiques galeries Kéane de Madame Wilma Sikouta-Sélé qui nous reçoit aujourd'hui. Je reviens alors à toi. Alors, nous étions à quand est-ce que tu as décidé de divorcer? Le moment où tu décides de divorcer parce que tout va mal en pis, il est mal conseillé, ce sont des violences plus ou moins morales dans les mots, dans les phrases, pour te casser un peu, pour te rendre un peu plus petite? Je pense que je n'ai pas eu le choix de divorcer déjà. Moi, je me veux honnête, très claire. Je n'ai pas eu le choix de divorcer par rapport déjà à mon état de santé. Parce que automatiquement, j'ai eu le déclic donc, de la dépression. Et j'ai commencé donc à rentrer dans ma phase de dépression. Et donc, ça n'allait plus du tout. Ça se manifestait comment cette dépression? L'envie de rien, de plus de vivre, l'envie permanente de suicide. Je n'avais plus envie de travailler, moi qui étais très passionnée. Je n'arrivais plus à rien, je n'arrivais plus à m'occuper de mes enfants. Tu arrivais à te faire belle encore? Pas du Non, tout. plus du tout. C'était fini. Je perdais des kilos, je ne mangeais plus. J'étais vraiment dans une phase d'autodestruction de ma personne. Et qu'est-ce qu'il disait pendant que... Il n'était plus là déjà. Il avait quitté déjà la maison. Donc, je vivais donc cet état d'esprit avec 3 enfants seuls. Et comment tu as surmonté ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu surmontes ça? Donc, déjà j'ai... C'est la prise de décision du divorce déjà, de divorcer qui t'a... Je ne pouvais rien faire. J'étais obligée de divorcer parce que après avoir fait des tentatives par rapport à certaines tantes, cousins et tout... De conciliation. On ne l'a jamais revu. Je pense que lui-même, il est rentré dans une situation où il n'a jamais totalement voulu faire une réconciliation en tant que telle. Donc, je suis allée au tribunal. Je n'avais pas le choix aussi. Sous les conseils de mon grand-père, père à son âme, de ma grand-mère, père à son âme, de mon père aussi. Une fois, j'ai eu une conversation qui m'a assez bouleversée avec mon père. Tu peux nous la partager si ce n'est pas indiscret? Oui, j'allais tout le temps, en fait, qui n'était pas tout à fait d'accord pour ce mariage à la base.
pour des raisons qu'il dit, Qu'il apportait lui-même. Il partagé avec toi, en fait. Voilà. Et à chaque fois, je partais à son domicile là-bas. Et au moment de la dépression, je parlais beaucoup avec sa femme, donc une tante Christine. Et comme une maman qui me soulageait dans la douleur, me conseillait et tout. Et lui, chaque soir, il me voyait là, en bon flic, qui disait, tu as quelque chose à me dire, mais j'attends que toi-même... Tu sois prête à me le dire. Et un jour, comme ça, j'ai eu le courage, il y avait une de mes tantes qui était là, qui est décédée, d'ailleurs on est en deuil, hein, paix à son âme, et qui disait, écoute, il faut que tu dises à ton père. Et puis je me suis assise au canapé, et puis j'ai dit, voilà ce qu'il m'a fait et tout. Et puis mon père a dit, ben, comme un homme de l'armée, hein, il m'a dit naturellement, ben, tu divorces. Et il m'a dit, je vais te donner un conseil qui peut te soulager. Je suis quand même choquée de te voir dans cet état. Quelqu'un qui a l'habitude d'être très, très forte comme ça. Je suis, en tant que père, bouleversée de te voir à ce niveau de l'état, de dégradation de ta personne et tout. Et je te conseille de divorcer parce qu'en tant qu'un homme, et qui maîtrise bien le sujet des femmes, quand un homme te traite comme ça, c'est qu'il ne veut plus de toi. Ça fait mal, ça. Ouais. Et donc, il me l'a dit. Et donc, moi, à ta place, je gagnerais que ma dignité, je divorcerais. Ça a été, je crois, le déclic, ouais. Venant de lui, en plus. Parce que nos pères africains, ils parlent pas beaucoup. Qui ont les nanas. Lui, c'est un homme, il est connu. C'est un homme à femme, lui. Donc, s'il te dit ça, c'est que voilà. Tu sais de quoi il parle. Après, je suis partie au tribunal et même ce jour-là que je suis allée faire déposer le papier, mon cousin Steve est venu me chercher après en croyant que j'allais faire un truc terrible. Et j'ai déposé le divorce et Maître Chambrier, qui est une grande sœur, elle était dépassée parce que même pour divorcer, hein, c'est un divorce que j'ai réécrit au moins 4 ou 5 fois. Je divorce plus, je divorce. Parce qu'on te dit, je divorce pas, non, il va revenir. La torture morale que c'était. Et après un jour, elle m'a dit... Toujours une femme africaine, c'est pas bien. Oui, ça va aller, il y a toujours la tante qui revient, non, on écoute ça. Voilà, il t'aime et tout, voilà. Sois patiente, l'amour encaisse tout, l'amour supporte tout. Sauf mes copines blanches qui disaient, non, ça c'est pas de l'amour, c'est... C'est toxique. Et après, je me suis mise dans une phase de dépression qui rentrait. Je rentrais dans la dépression. Plus profonde encore. Voilà. Une fois, il a accepté d'aller au tribunal. Donc, j'ai déposé. On nous a appelés au tribunal pour la conciliation. Il est venu, je pense, une seule fois. Après, il n'est plus... Et quand il est venu, ça s'est passé comment? Très, très mal. Il t'a regardé, il m'a dénigré. Je n'ai jamais oublié ce monsieur, je ne connais pas son nom, mais c'est un avocat ou un... Il n'y avait que des femmes. Oui. Et puis il est très grand comme ça, un métis. Oui, oui. Un métis qui est au tribunal, de visage comme ça, un magistrat, je crois. C'est lui qui a pris la parole en tant qu'homme dans la salle, qui a dit, mais vous étiez avec une femme, avec 3 enfants, et vous voulez la dénigrer en face. Un homme, mais il n'a pas accepté. Oui. Et après... Parce que nous, magistrats, on se rend compte qu'on quand quelqu'un ment ou quelqu'un qui est de bonne moralité. Parce qu'il y avait des femmes qui le regardaient comme ça. Il y avait beaucoup ça, on dit non, déjà. Il y avait des histoires d'argent mélangées à ça. Les gens le regardaient déjà d'une autre manière. Et après, on a demandé d'autres conciliations. Il n'est pas venu. Au tribunal. Il n'est pas venu. Et après, j'étais tellement dans un état, je pense qu'ils avaient pitié au tribunal. Ils me voyaient tout le temps parce que chaque fois que j'allais... Le mariage, c'est un lien, il ne faut pas jouer avec ça, c'est bizarre, moi je peux vous le dire, parce que chaque fois que j'allais pour essayer d'avoir une conciliation, ou le jour qu'on donnait la date, j'avais des crampes d'estomac, la souffrance, c'était le jour le plus... Est-ce que pendant cette douloureuse procédure, tu espérais encore... Oui, malgré tout, il faut être honnête, malgré tout. Non, j'apprécie ton honnêteté. À ce stade de la chose, oui. À ce stade de la chose, beaucoup de gens diront que c'est du mabouli, c'est pas du tout. Non, pas du tout, c'est de l'amour. Je ne ressemble pas du tout à quelqu'un d'abord de manipulable ou bien de maboule. Et puis 17 ans, 20 ans, voilà. c'est pas 20 ans. Donc je disais toujours. Et puis un jour, on m'a appelé et on a divorcé par contumace. Je n'étais pas là et on a donné le divorce. Et ce jour-là, je ne vais jamais oublier, mais c'était quand même, j'ai pleuré toute la journée, mais je me suis sentie quand même... C'est comme si une page venait de tourner. Ouais, c'était comme une libération. C'était une délivrance. Une délivrance.
malgré la souffrance, malgré que j'étais consciente que j'allais dans la souffrance, parce que j'avais un autre chemin entamé, je savais que je n'étais plus... La procédure du divorce a duré combien de temps? Près d'1 an, le temps, on peut dire 1 an, le temps de partir, venir. Tu as même eu de la chance. Hein. Les dates, oui. Parce qu'elle les renvoie. Et puis j'ai divorcé, donc par défaut, par contumace. Par contumace, et puis tort exclusif, à cet tort exclusif. Tout à fait. Et comme il y avait une histoire d'argent à signer, légaliser, ils ont voulu que... Ils m'ont demandé est-ce que je voulais la pension alimentaire. Pour les enfants, quand même. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, parce que j'ai dit que je suis très philosophique par mon côté artistique. Je leur ai dit, d'ailleurs, toutes elles avaient les yeux rouges, je leur ai dit, s'il faut obliger un père à payer quelque chose pour nourrir ses enfants, c'est que ce papa-là, il n'aime pas ses enfants. Et je ne serais pas cette genre de femme. Et sans minimiser l'aspect montant, parce que j'étais dans une galère interminable. Oui, parce que tout ça, quand ça vient dans la façon j'étais une galère interminable. Et je me suis dit, pour combien en plus qu'il faudrait courir après. Et puis, que moi-même, j'ai aidé. Un papa qui aime son enfant, c'est la priorité dans un divorce. Un homme responsable. Je me suis dit, on ne force pas l'amour, même cet amour-là de père à fille, d'homme à femme, de sœur en sœur, on ne peut pas le forcer. Donc, je ne veux pas de pension alimentaire. Ni de pension personnelle. J'ai signé. J'ai refusé. Vous avez un acte là? Oui, bien sûr. Donc j'ai libéré. Ensuite, il y avait ils ont pris acte. Voilà. Tu ne sollicitais pas une pension alimentaire. Et ensuite, on avait une histoire d'argent ensemble, plus ou moins, de prêter. Est-ce que oui? Et voilà, et d'une somme assez conséquente, mais qui s'est passée avant le mariage. Donc, qui a été légalisé chez le notaire, en fait. Pour dire que j'aurais pu l'attaquer. Et j'avais donc un document légal que je suis... plus devant notaire. Devant notaire. Donc, le notaire qui était paix à son âme, Jean-Jacques Mouyaga, et Nadia, qui est toujours là. Il fallait je suis allée un matin voir Jean-Jacques. Et je lui ai dit, je ne veux plus de cet argent. Je renonce. Que vous avez tout laissé en fait. Voilà, je renonce à cet argent. Et ils m'ont envoyé aux impôts parce que c'était légalisé. Il fallait faire quoi? Parce que la procédure devait retourner au tribunal. Sans t'interrompre, voilà. En tant qu'ancienne praticienne du devoir matrimonial, parce que j'ai aussi divorcé beaucoup de couples depuis l'année 2007, quand nous magistrats, on voyait une femme, parce que ça arrive, hein, quand on voit une femme nous dire « je ne veux rien de ce monsieur », tout de suite, nous-mêmes, praticiens de droit magistrats, on savait que cette femme avait vécu l'enfer. Oui. Parce que quand une femme ne veut rien de rien, juste sa liberté, voilà. C'est que sa vie était même en danger. Et au-delà de ça, du danger personnel de moi-même, parce qu'il n'avait pas, je ne peux pas le mentir. Oui, mais voilà. le fait de tomber en décrépitude, voilà, tout à fait. Et comme j'insiste, c'était une histoire d'amour pour moi. Donc, je parle de moi et par conséquent, je ne voulais pas qu'on emmène ça. C'est toujours le père de tes enfants. Voilà, à l'aspect argent, qui n'est que l'argent. Hein, tout à fait. Qui n'est que l'argent et j'ai recommencé à zéro parce que et au-delà de ça, c'est encore plus grave parce qu'une femme, quand elle aime, elle ne compte pas. Pour moi. Hein, ça n'a rien à voir avec la banalité de révérend Makosso qui a dit que les femmes gabonaises, quand elles aiment, elles deviennent ma bouche. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est quelque chose que je conteste. C'est quelque chose qu'on bâtit ensemble et on se dit qu'on a un avenir ensemble et tout le reste. Donc, c'est ma philosophie de la vie. D'ailleurs, elle reste intacte, Dieu merci. Donc, j'avais plus rien parce que, Linda, quand tu es dans cet état, tu ne peux plus travailler. La dépression te paralyse. Ça veut dire que toutes mes affaires sont tombées en faillite. Je ne contrôlais plus rien, je n'avais envie de rien. Les dettes s'accumulaient. Il y a des dettes que je paye jusqu'à aujourd'hui. Il y a des crédits qu'il a pris et c'était moi le garant parce que c'était moi qui étais solvable. Donc je me suis retrouvée avec cette dette libérée et des crédits. C'est une affaire vraiment de souffrance. Tu reviens de très loin. C'est une histoire vraiment terrible. Je peux dire une jolie histoire à la base parce que je veux garder quand même ce côté-là avec le recul qui s'est transformé en cauchemar. Si on veut, plus ou moins. Et d'autres aspects encore, parce qu'à la base, mon livre ne devait pas s'appeler Au nom de la vie.
Mon livre devait s'appeler L'Afrique et ses mystères. Tu vas le lire et... Ah oui, j'ai commencé l'introduction. Voilà. Franchement, je vous recommande ce livre. J'avais un peu peur. Je me disais, mais est-ce que c'est un livre qui parle seulement de dépression, de souffrance? J'ai commencé à lire l'introduction, mais je voulais plus arrêter. Hein. Comment tu dépeins Libreville? Comment c'est comme un drôme. En fait. On a une vie d'ensemble. Voilà, et puis après, doucement, on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Et donc... c'est une histoire qui m'a beaucoup, c'est ma propre histoire et ça m'a énormément fait souffrir. Est-ce qu'écrire a permis d'exorciser les démons de cette souffrance, de cette histoire? Ben, je combat toujours, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même fait 7 ans de dépression. C'est pour ça que tu portes un ruban vert? Oui, c'est pour ça que je porte un ruban vert, c'est mon combat. Donc le ruban vert représente le combat contre la dépression. Oui, de l'espoir. Le vert, c'est l'espoir. Oui, oui. Et il y a quelque chose qui m'a aussi fait sombrer dans la dépression, c'est l'attitude des gens, des proches et tout le reste. Parce que il faut qu'on en parle. Comme j'avais tout perdu, j'avais tout perdu. Et évidemment, voilà. Ils ont tout assimilé au fait que tu sois divorcée. Tu as tout perdu. Oui, les gens ont profité de ça, parce qu'il n'y a pas que le divorce qui m'a emmené ça. Comme je le dis depuis le départ, c'est ils ont accumulé ça. Ils ont profité aussi. Parce qu'on est africain. Bien sûr. Hein? Une jeune fille qui a des magasins en centre-ville, qui ceci, etc. Et puis il y a même le côté mystérieux. Mystique. Voilà. Disons-le. Il ne faut pas avoir honte des mots. Non, disons-le. Il y a le côté mystérieux qui t'envoie le missile. Voilà, donc après c'est vraiment un combat permanent parce que la dépression a duré 7 ans. 7 ans. J'ai tout perdu, je me suis retrouvée seule. Avec tu sais ce que c'est de se retrouver seule dans son pays? Parce que je n'étais pas ailleurs. Hein. J'étais dans mon pays, j'avais un nom. Je sais absolument de quoi tu parles, ma Attention, chérie. Et quel nom? C'est à moi que tu le dis. Merci. Et donc j'étais... Et le malheur venait de là, en fait. Je pense d'ailleurs même que la souffrance énorme venait de là. Parce que ceux qui doivent te soutenir ne l'ont pas fait. Oui. Et ils m'ont même... ils ont enfoncé. Voilà. Parce que tu ne correspondais plus aux critères. Oui, on ne m'invitait plus. J'étais là. Il faut avoir... Tu es un mouton noir. Voilà. Oh, elle est folle. Elle est folle. Voilà le mot qui m'a le plus détruit. Elle est devenue folle. Ils avaient même oublié le côté de vendre mes vêtements de bout de bout. C'était que comme j'étais mariée avec un Béninois, j'ai dû toucher à des choses pour avoir la galerie. C'est-à-dire que toutes les rumeurs. Ils ont tout. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup... C'est ça qui t'a fait le plus mal. Ouais. C'est-à-dire que non seulement tu revenais d'un combat psychologique. J'étais dans un combat. Qui t'avait laissé sur le carreau et encore les gens qui étaient censés te soutenir. Non, je n'ai pas eu de soutien. Je n'ai pas eu de soutien sauf de ma grand-mère et de quelques... Mais ton combat n'en est que plus noble. Voilà. À triompher sans péril, on triomphe sans gloire. Je combats toujours parce que la dépression, malheureusement, Linda, il faut le dire, c'est que pourquoi j'ai accepté de venir à ton émission pour dire aux femmes de ne pas se laisser... elles peuvent avoir de déprime parce que la déprime et la dépression, c'est 2 choses différentes. Mais la dépression, pour moi, est une maladie. Et quand on rentre... Tu l'as comparé au diabète tout à l'heure, quand on comparait l'émission. Voilà, je l'ai comparé au diabète parce que le diabète, il faut se piquer à l'insuline, il faut suivre un traitement, il ne faut pas manger. La dépression, je la compare de quelle manière? En disant que... il faut faire attention à l'entourage, à l'environnement, aux gens à qui on fait confiance. Parce que c'est ceux-là qui te permettent soit de t'en sortir, de reprendre goût à la vie et tout le reste. Voilà. C'est une vie détruite en fait. D'accord. Et qu'il faut reconstruire endroit par endroit, comme un puzzle. Comme un puzzle, tu sais, tu peux te mettre dans un puzzle, tu ne trouves pas tout de suite la forme et tout le reste. Mais tu t'en es sorti, nous sommes chez toi, là, nous sommes dans ta galerie. C'est toujours difficile, Linda, parce que je suis dans ma galerie, il faut profiter donc de l'émission aussi. Bien sûr, pour présenter. La galerie, elle est située où? Derrière le Narval. À quel prix le pays, par rapport à nous, par exemple, les artistes dans nos métiers et tout, ça démarre pas fort. Tout ce qui est caméraman, moi je les prends un peu pour des artistes, hein, des gens qui arrivent à faire des... je pense qu'il y a un côté, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on trime, et j'ai ouvert quand même dans une période où on trime tous, donc ça peut encore... je me bats pour ne pas
pour ne pas ressombrer en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Je comprends très bien que en ce temps de Covid, financièrement, ça ne peut être la joie. Non. Mais moi, en fait, pour moi, tu t'en es sorti. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté à terre. Je ne suis pas restée à terre. Tu t'es levé et tu as mis un pied devant l'autre. Et tu as continué à faire ce que tu aimais. Et rien que pour ça, félicitations. Merci. Et j'ai énormément de respect pour ça. Parce que c'est ça la vie. On tombe, on se relève. Absolument. Et on continue. Parce que toi-même, tu sais que moi aussi, j'ai vécu des choses terribles. Ah oui. Des humiliations. Félicitations aussi, d'ailleurs. Ça donne un peu de guerrière à guerrière, de souveraineté à survivante. Absolument. On y est. Et c'est ça le message de cette émission. Ce que nous voulons dire, c'est que malgré les guerres, les humiliations, les coups bas et le fait de tomber, on a toujours la possibilité de se relever, de se battre. Parce que nous, les femmes, nous sommes, après Dieu, nous sommes les seules qui donnons la vie. Donc nous avons en nous la vie. Et nous devons l'accepter et se battre pour ça. Et je veux insister sur l'aspect des noms aussi. Parce que c'est quelque chose qui me bouleverse et qui me fait toujours autant souffrir. Linda Bongo, elle ne souffre de rien, c'est les bongos, ils méritent. Mais Wilma Assélé, elle ne souffre de rien, c'est des maboules, elle ne connaît pas travailler, qu'est-ce qu'elle peut faire? Non. Les souffrances morales touchent tout le monde. Personne n'est exempté. Personne. Et il ne faut pas que les gens... Là, vous avez des exemples de deux gros noms, mais on est en train de parler de souffrance, de galère, d'injustice, de vol, de dépression, de mort, de suicide. Et pourtant, on s'appelle Bongo Assélé, Assélé Bongo. Oui, tout à fait. Il faut insister dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas juger les gens que l'argent exempte des souffrances morales. Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Au contraire, je pense. Au contraire même, au contraire. Parce que les plus grosses dépressions on les trouve même beaucoup dans ces milieux-là. Parce qu'au moins, quand tu es pauvre, ceux qui t'aiment, tu sais qu'ils t'aiment pour toi. Voilà. Alors, ma chérie, un mot de conclusion. Est-ce que tu veux nous présenter ton livre rapidement, nous dire où on peut l'acheter? Oui, mais le livre, logiquement, il devait sortir cette semaine à Libreville. En fait, c'était une surprise, mais bon. J'ai eu un décès et la date est repoussée par rapport à ce décès. Et on est en train de s'organiser d'ici, au courant de ce mois de novembre, il sera en vente. Dans les galeries? Dans la galerie, la Maison de la Presse aussi. On est en train de finaliser tout ce qu'il faut faire. C'est le mien, j'espère. Je le garde. Ça, je te l'offre. Tu me fais une dédicace. Je te fais une dédicace. Parce que, voilà, donc... j'ai été heureuse aussi d'avoir touché parce que Madame la Première Dame a lu ce livre quand c'était encore en ébauche. Oui. A fait lire le livre. Elle a fait la préface, je crois. Oui. J'étais même là, c'était la journée de la femme, le 8 mars. Voilà. Et donc, voilà. Très bien. Et voilà. Donc, c'est le livre qui c'est une première partie. Parce que le livre, il y aura une suite. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'était déjà pour mettre la dépression en avant, l'histoire en avant et que, voilà. Et le mot de fin, je vais dire aux femmes par rapport au divorce, je ne suis pas là pour faire divorcer les femmes ou pour dire que aller à l'encontre de ce que nos parents nous apprennent, nous inculquent en disant que le mariage coutumier, le mariage ceci, le mariage est important. Mais il y a des situations extrêmes auxquelles il ne faut pas s'accrocher. Quand ça ne va pas et que votre santé commence à en dépendre et que vous prenez des coups, il faut savoir partir. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à parler. Ça, c'est le fort des hommes. Il faut, je veux dire aux femmes d'apprendre le langage des signes. Parce que le langage des signes, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre à travers les signes. Et beaucoup d'êtres humains devraient se référer à ça. Il y a des hommes qui ne connaissent pas parler. Mais la manière dont ils te traitent, tu dois pouvoir comprendre certaines choses. Et les autres femmes aussi, je veux insister sur différents aspects. Vous avez des hommes qui peuvent avoir des flous avec leurs femmes. Des mariages, par exemple, il ne faut pas que la famille s'en mêle, s'en pousse. Il y a des hommes qui te disent « je ne veux plus de telle femme ». La femme est dans une autre maison, mais tous les jours, il est chez cette femme-là. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et son contraire. Vraiment, quand on est en couple, il faut, avec le recul, à 46 ans aujourd'hui, je me dis qu'il faut vraiment être bien entouré, il faut faire attention, il faut protéger son couple. Parce qu'il y a des erreurs, malgré tout ce qui s'est passé, que je n'aurais jamais refaites aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. J'ai beaucoup fait confiance à l'amitié des filles. C'est très dangereux de se confier à n'importe qui par rapport à son couple et tout le reste.
Voilà. Et je voudrais ajouter une dernière chose, Linda, si tu me permets. Bien sûr, parce que j'aime être tranchante. C'est une édition spéciale, on s'est déplacé. Hein. Pour la fin. Dans mon côté, quand j'ai appris que mon mari, toutes ces dépressions, ces infidélités, le premier réflexe, c'est que j'ai pris un amant. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ça arrive. Waouh! Mais à la différence de lui, c'est que moi, quand j'ai pris un amant, je l'ai assumé. Ah bon? Oui, ah bon, oui. Il faut que je m'explique, parce que pour qu'il n'y ait pas de confusion. Déjà, il n'était plus là. Mais du fait qu'on soit déjà, on soit toujours mariés, j'appelle ça amant. Mais vous êtes déjà séparés de corps? Oui, oui. Il n'était plus là, il avait abandonné le foyer conjugal. Ah oui, il avait déjà abandonné le foyer conjugal. Mais vous étiez en pleine procédure de divorce? Non, on était en procédure en ce moment de conciliation. Donc, mais de par mon éducation et tout le reste, je préfère préciser. Il faut appeler les bien mots. Sûr, bien voilà, sûr, donc amant, parce que je n'étais pas encore divorcée. Et, mais ça n'a rien changé au fait, ça ne m'a pas guéri. Ça a quand même fait du bien. Ça m'a fait du bien sur le coup, mais pas après. Pas pour quelqu'un qui n'est pas infidèle. Ça fait du bien parce que je me suis sentie aimée parce que j'ai voulu. C'était une illusion en fait. Parce que je voulais aimer et me venger aussi. En disant que je suis quelqu'un. Que je suis une belle femme. Voilà. Un homme encore me désirer. Voilà. Et en fait, non. Je voudrais dire aux femmes de ne pas faire aussi ce genre d'erreur. Parce que ça peut faire l'effet contraire. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a pas l'habitude, ça, au lieu de me faire me sentir bien, ça m'a fait me sentir mal encore. Oui. Et voilà. Non, je suis désolée. Et ça m'a fait me sentir mal. C'est lui qui t'a poussé à le faire. Non, en fait, il faut être prête. Moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que quand on saute ce genre de pas, il faut le faire vraiment quand pour tourner la page. Voilà, il ne faut pas le faire parce que tu veux montrer que tu es une gaillarde et tu veux... Non. Oui, parce que ça a amené encore... pour les mauvaises raisons. Voilà, ça a amené encore d'autres problèmes dans mon esprit et tout le reste. Le devoir conjugal est... Non, il était toujours... Linda. Absolument, oui. Ah, d'accord. Merci encore, Wilma, pour ton courage, pour ta franchise, pour ta sincérité et pour la profondeur de tes propos qui, je suis sûre, vont toucher et aider beaucoup de femmes qui peut-être nous suivent, qui peut-être vivent cette situation, qui peut-être veulent divorcer mais n'ont pas le courage de sauter le pas ou qui peut-être ne savent pas à quel sein se vouer. Donc, merci encore d'être venu, merci pour ton témoignage. Donc, nous allons passer à la rubrique des conseils juridiques. Chers téléspectateurs, nous y voilà, nous sommes à la rubrique des conseils juridiques. Comme je vous disais précédemment, le divorce au Gabon peut être prononcé pour deux causes. Une, le divorce pour faute. Deux, le divorce pour rupture de la vie commune. Le divorce pour rupture de la vie commune, pour être prononcé, répond à une condition importante. Il faut que vous soyez séparés depuis plus de 3 ans. C'est-à-dire que pendant plus de 3 ans, vous n'avez pas vécu sous le même domicile conjugal. Vous n'avez eu aucun rapport sexuel. Vous ne savez même pas ce que chacun fait de son côté. Là, à ce moment, vous venez devant le tribunal, vous faites une requête devant le président du tribunal et vous sollicitez le divorce pour rupture de la vie commune. Vous dites, ça fait plus de 3 ans que mon époux, mon épouse et moi, nous sommes séparés. C'est le divorce le plus rapide, le plus simple. Mais aujourd'hui, nous allons étudier le divorce pour faute. Celui dont Wilma nous a parlé lors de l'émission. Le divorce pour faute, selon l'article 266 du Code civil, pour être prononcé, doit absolument mettre en exergue la faute de l'un des époux. C'est-à-dire, si l'un des époux entame ou brise les devoirs résultant du mariage, le divorce peut être prononcé. L'une des raisons, l'adultère, une peine de prison ferme de plus d'1 an, injure, sévices graves rendant la vie conjugale intolérable, c'est-à-dire vous avez un homme ou une femme, excusez-moi, boucher les oreilles aux enfants qui vous traitent de pute, de prostituée, de chien, de pauvre type. Ce sont des injures qui sont retenues au tribunal et qui peuvent causer le divorce. 5e raison, le devoir conjugal. Le devoir conjugal est obligatoire au Gabon. Le viol entre époux n'existe pas. Donc, quand votre épouse veut, il faut donner. Quand votre époux veut, il faut donner. Si vous ne le donnez pas là, c'est puni par la loi, c'est une cause de divorce au Gabon. Je sais. Et ensuite, l'une des dernières raisons, c'est le changement du statut monogamique, de l'option monogamique à l'option
polygamique. Si l'un des époux le fait sans l'accord de l'autre, l'autre époux peut demander le divorce. C'est-à-dire que si au départ vous avez choisi l'option monogamique et que son article 177 du Code civil, vous voulez modifier cette option et que votre époux n'est pas d'accord et que vous le faites quand même, c'est une cause de divorce. Donc je ne vous citer les causes de divorce sur l'article 266 du Code civil gabonais. Une fois que vous êtes dans ces alinéas, dans ces causes qui justifient une requête de divorce, vous devez écrire au président du tribunal. La particularité du divorce pour faute, c'est qu'il faut absolument prouver la faute de votre conjoint. On ne se contente pas de dire « oui, il m'a fait ça, oh, elle m'a fait ça, oh, elle me trompe ». Non. L'article 16 du Code de procédure civile est clair. Celui qui prétend quelque chose doit en apporter la preuve. Vous devez prouver que votre époux vous maltraite, vous devez prouver que votre époux vous trompe ou que votre épouse vous injurie et rend la vie conjugale intolérable. Je sais, c'est dur, mais c'est la loi.